Je m'appelle Zion, un ingénieur logiciel de 30 ans qui a passé 5 ans à économiser pour l'appartement de mes rêves à Boston. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur déciderait que ma chambre d'amis lui revenait de droit. Quand Mélanie a utilisé le double des clés de mes parents pour emménager pendant que j'étais en voyage d'affaires, j'ai été anéanti. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était pas seulement l'invasion. C'était l'hypothèse pleine de suffisance que mon espace durement gagné n'était pas vraiment le mien. La journée s'est terminée avec des sirènes de police et son arrestation en larmes. Avant de plonger dans cette histoire douloureuse, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si les histoires de limites familiales résonnent en vous. J'ai grandi dans une modeste maison à niveau décalé à Framingham, Massachusetts, à environ 20 miles à l'ouest de Boston. Notre famille appartenait solidement à la classe moyenne. Mon père travaillait comme comptable tandis que ma mère enseignait à l'école primaire. Nous n'étions en aucun cas riches, mais mes parents veillaient à ce que nous ne manquions jamais du nécessaire. J'ai de bons souvenirs de barbecues dans le jardin, de voyages de camping en été dans le New Hampshire et de réunions de vacances remplies de rires. Mon enfance n'était pas parfaite, mais elle était stable, quelque chose que j'ai appris à apprécier davantage en voyant le parcours turbulent de ma sœur à travers l'âge adulte. Dès mon plus jeune âge, j'étais le responsable. Pendant que d'autres enfants passaient leur week-end à jouer aux jeux vidéo, je tondais les pelouses, déneigeais les allées en hiver, et j'ai finalement travaillé après l'école à l'épicerie locale. Mes parents m'ont inculqué une forte éthique de travail, soulignant que l'indépendance était quelque chose à rechercher. J'ai pris ces leçons à cœur, mettant de côté l'argent des anniversaires et mes salaires pendant que mes camarades de classe dépensaient leurs gains pour les dernières baskets ou des billets de concert. L'université a toujours fait partie de mon plan, mais je savais que mes parents ne pourraient pas payer la totalité de la facture. J'ai postulé à toutes les bourses possibles et j'ai quand même fini par contracter des prêts, mais beaucoup moins que la plupart de mes pairs. J'ai fréquenté une université d'État avec une spécialisation en informatique, un domaine qui me fascinait depuis que j'avais construit mon premier ordinateur à 13 ans. Ces 4 années ont été éprouvantes. Pendant que mes amis faisaient la fête, je jonglais entre des études à temps plein, un travail de 20 heures par semaine au service informatique du campus, et des contrats de codage en freelance le week-end. Les nuits blanches et les dîners de ramen étaient difficiles, mais j'ai obtenu mon diplôme avec une bonne moyenne et une dette minimale. Mon premier emploi après l'université n'était pas prestigieux, un poste de développeur junior dans une start-up en difficulté où le salaire couvrait à peine le loyer de mon minuscule appartement partagé avec 2 colocataires. L'entreprise a fait faillite après 18 mois, mais l'expérience m'a appris des leçons inestimables sur la résilience et l'adaptation. Mon deuxième poste dans une société de logiciels financiers de taille moyenne m'a apporté une meilleure rémunération et une plus grande stabilité. Je vivais frugalement, apportant mon déjeuner de la maison, conduisant une vieille Honda Civic et refusant les sorties coûteuses. Chaque dollar économisé allait directement sur mon compte d'épargne, destiné à une future maison. Après 3 promotions et un passage à une plus grande entreprise technologique avec de meilleurs avantages, j'ai finalement atteint le point où l'accession à la propriété semblait réalisable. Le marché immobilier de Boston était brutal, des prix exorbitants, des guerres d'enchères et des propriétés qui disparaissaient quelques heures après leur mise en vente. Pendant 6 mois, j'ai passé mes week-ends à visiter des appartements, à soumettre des offres et à faire face à la déception. Juste au moment où la frustration était sur le point de me submerger, je l'ai trouvé, un appartement de 2 chambres et 2 salles de bain dans un brownstone rénové à Cambridge. La deuxième chambre était légèrement plus petite que la chambre principale, mais parfaite pour mon bureau à domicile et pour accueillir des invités occasionnels. Le bâtiment avait du charme, des équipements modernes et était proche des transports en commun pour mon trajet. Le jour où j'ai signé ces papiers de clôture reste l'un des moments les plus fiers de ma vie. À 29 ans, j'avais accompli quelque chose de substantiel entièrement par mes propres efforts. Pas d'aide des parents pour l'apport initial, pas d'héritage, pas de raccourci, juste des années d'épargne disciplinée et de progression de carrière. Ces premières nuits dans mon propre espace semblaient surréalistes. Je me promenais de pièce en pièce, m'émerveillant que tout, des parquets en bois franc au comptoir en quartz, m'appartenait. Le parcours de ma sœur Mélanie n'aurait pas pu être plus différent du mien. 3 ans plus jeune, elle a toujours eu le don de trouver le chemin le plus facile dans la vie. Là où je travaillais l'été, elle convainquait nos parents qu'elle avait besoin de la pause pour se ressourcer. Pendant que j'étudiais, elle faisait la fête. Ses notes étaient juste assez bonnes pour éviter de graves conséquences. Son charme juste assez efficace pour se sortir des ennuis. Nos parents, en particulier ma mère, semblaient avoir des normes différentes pour nous.
C'est comme ça, Mélanie, est devenu un refrain familier chaque fois que je remettais en question le 2 poids, 2 mesures. Malgré nos différences, nous avons entretenu une relation décente en grandissant. Nous partagions des blagues d'initiés, nous nous défendions mutuellement contre les brutes du quartier et nous aimions beaucoup les mêmes films et la même musique. La véritable divergence a commencé après le lycée. Alors que je me dirigeais directement vers l'université avec des objectifs clairs, Mélanie a fréquenté le community college, changeant sporadiquement de spécialisation 3 fois avant d'abandonner complètement. Elle a enchaîné les emplois dans la vente au détail, les postes de barman et les postes administratifs, ne restant jamais plus d'1 an. Ses décisions financières étaient tout aussi chaotiques. Des cartes de crédit au maximum, une voiture de luxe en leasing qu'elle ne pouvait pas se permettre, et des virées shopping alors que le loyer était dû. Nos parents ont continué à encourager ce comportement bien dans sa vingtaine. Ils ont payé ses cautions, couvert ses chèques sans provision et offert leur maison comme filet de sécurité pendant ces fréquentes périodes de transition. J'ai exprimé mes inquiétudes en privé à nos parents, suggérant qu'ils pourraient entraver sa croissance en la sauvant à plusieurs reprises des conséquences. Ces conversations se terminaient invariablement par leur défense de leur approche et l'insinuation que je manquais de compassion. La famille prend soin de la famille, disait papa avec finalité, mettant fin à toute discussion ultérieure. La situation qui a finalement conduit à notre confrontation dramatique a commencé environ 8 mois après l'achat de mon appartement. Mélanie, alors âgée de 27 ans, vivait avec son petit ami, Derek, dans un appartement hors de prix au centre-ville. Quand ils ont rompu après une relation volatile de 2 ans, elle ne pouvait pas se permettre le loyer seule. Comme on pouvait s'y attendre, elle est retournée vivre chez nos parents, décrivant cela comme une situation temporaire, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. 2 semaines après cet arrangement, mes parents m'ont invité pour le dîner du dimanche, une tradition régulière que j'appréciais sincèrement. Tout au long du repas, Mélanie m'a bombardé de questions sur mon appartement. Quelle était la taille de la chambre d'amis? L'utilisais-je tous les jours? Comment était l'espace de rangement? J'ai répondu poliment, mentionnant mon installation de bureau à domicile et comment l'espace servait également d'hébergement pour les amis en visite. Alors que nous débarrassions la vaisselle, Mélanie a fait son premier commentaire pointu. Ça semble être un gaspillage que tout cet espace reste vide la plupart du temps. Je veux dire, qu'est-ce qu'un gars célibataire a besoin d'une 2e chambre de toute façon? J'en ai ri, mais quelque chose dans son ton m'a mis mal à l'aise. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, ces paroles résonnaient dans mon esprit, le premier avertissement subtil de la tempête qui allait bientôt bouleverser ma vie. Le dîner du dimanche suivant chez mes parents a pris une tournure inconfortable. Alors que nous étions assis autour de la table de salle à manger en chaîne qui avait accueilli des repas de famille pendant plus de 20 ans, Mélanie s'est raclé la gorge de manière théâtrale. Alors, j'ai réfléchi à ma situation de logement, annonça-t-elle en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. Vivre avec maman et papa n'est évidemment pas idéal à long terme. Mon père a hoché la tête avec sympathie tandis que ma mère a tendu la main pour serrer celle de Mélanie. Tu sais que tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, ma chérie, l'a assuré maman. Mélanie a souri avant de tourner son regard directement vers moi. En fait, je pensais à la chambre d'amis de Zion. Ce serait parfait pour moi, près du centre-ville, près des boutiques où je postule pour des postes de direction. Et soyons honnêtes, ils l'utilisent juste comme une salle d'informatique glorifiée. La table est devenue silencieuse. J'ai posé délicatement ma fourchette, essayant de garder mon sang-froid. J'apprécie l'idée, Mélanie, mais ça ne va pas marcher. J'ai besoin de cet espace pour mon bureau à domicile. Je travaille à domicile au moins 2 jours par semaine, et j'ai souvent des projets qui nécessitent un espace de travail dédié. Tu pourrais déplacer ton bureau d'ordinateur dans le salon, a-t-elle rétorqué immédiatement. Beaucoup de gens le font. Ce n'est pas comme si tu recevais des invités tous les soirs. Ce n'est pas la question, ai-je répondu, sentant ma patience s'amenuiser. C'est ma maison, aménagée comme j'en ai besoin. De plus, j'ai régulièrement des collègues et des clients en appel vidéo. J'ai besoin d'intimité et d'un arrière-plan professionnel. Mon père s'est raclé la gorge. Zion, ça ne ferait pas de mal d'y réfléchir. La famille s'entraide. Ce ne serait que jusqu'à ce que Mélanie se remette sur pied. Je me suis senti pris au piège. Papa, je vous aime tous, mais il ne s'agit pas de ne pas vouloir aider. Cet appartement est mon espace personnel pour lequel j'ai travaillé incroyablement dur. Mélanie doit trouver son propre logement, tout comme je l'ai fait. Oh,
Alors tu es meilleur que moi maintenant, a lâché Mélanie, les larmes montant à ses yeux, des larmes que j'avais vues déployer stratégiquement d'innombrables fois auparavant. Ça doit être agréable d'être si réussi et égoïste. Ça suffit, est intervenue maman, bien que son regard sévère soit dirigé vers moi plutôt que vers Mélanie. Personne ne prend de décision ce soir. Profitons simplement du dîner. Le reste de la soirée a été tendu, la conversation guindée. Alors que je me préparais à partir, ma mère m'a pris à part. Serait-ce vraiment si terrible d'aider ta sœur? Cet appartement compte plus pour son avenir que pour ton confort. Ces mots m'ont piqué. Ma propre mère ne voyait pas que ce n'était pas une question de confort. C'était une question de limite et de respect pour la vie que j'avais construite. Je t'aime, maman. J'appellerai demain, fut tout ce que j'ai pu dire avant de rentrer chez moi dans un silence frustré. Au cours des 3 semaines suivantes, les allusions de Mélanie se sont transformées en demandes pures et simples. Des SMS arrivaient quotidiennement. J'ai trouvé le cadre de lit parfait pour quand j'emménagerai, ou, quel placard serait le mien. Chaque fois, je répondais fermement mais poliment que vivre ensemble n'était pas une option. Chaque fois, elle agissait comme si mon refus n'était qu'une position de négociation plutôt qu'une réponse définitive. La situation a dégénéré un mardi soir quand je suis rentré du travail pour trouver Mélanie assise sur mon canapé, faisant défiler son téléphone comme si elle y vivait. Je me suis figé dans l'embrasure de la porte, les clés toujours à la main. « Comment es-tu entré ici ?» ai-je demandé, le cœur battant. Elle a levé les yeux nonchalamment. « Maman et papa avaient ton double de clés. Je voulais mesurer la chambre pour mes meubles. » Elle a montré un ruban à mesurer sur la table basse à côté d'un carnet avec des dimensions griffonnées. « Tu ne peux pas simplement entrer chez moi sans permission, » ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. « Cette clé est pour les urgences seulement. » Mélanie a levé les yeux au ciel. « Ne sois pas si dramatique. Nous sommes une famille. De plus, j'ai apporté le dîner. » Elle a montré des sacs en papier sur le comptoir de la cuisine, ornés du logo de mon restaurant thaïlandais préféré, une tentative transparente d'adoucir la violation. Ce soir-là, nous avons eu une conversation de 3 heures sur les limites. J'ai expliqué en détail pourquoi son comportement était inapproprié, pourquoi la cohabitation ne fonctionnerait pour aucun de nous, et pourquoi elle devait se concentrer sur la construction de sa propre indépendance. Elle a alterné entre colère défensive, supplication larmoyante et reconnaissance à contre-cœur. Au moment où elle est partie, je pensais que nous avions trouvé un terrain d'entente. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents et leur ai respectueusement demandé de me rendre tous les doubles de clés de mon appartement. Ma mère a semblé blessée, mon père déçu, mais je suis resté ferme. Ce week-end-là, j'ai installé une sonnette vidéo intelligente qui envoyait des alertes à mon téléphone chaque fois que quelqu'un s'approchait de ma porte. Le fait que je me sente obligé de prendre de telles mesures contre ma propre famille m'a profondément attristé, mais cela semblait nécessaire compte tenu des événements récents. Les semaines suivantes ont apporté un assaut de culpabilisation. Mélanie envoyait des SMS quotidiens décrivant à quel point le canapé-lit dans le bureau de nos parents était inconfortable, comment sa recherche d'emploi était entravée par le long trajet depuis la banlieue, comment partager une salle de bain avec notre père était littéralement l'enfer. Mes parents ont commencé à appeler plus fréquemment, mentionnant nonchalamment à quel point il était difficile d'avoir Mélanie de retour à la maison. Des commentaires clairement conçus pour me faire reconsidérer ma position. La pression s'est étendue au-delà de ma famille immédiate. Tante Suzanne a appelé pour me rappeler comment Mélanie avait toujours admiré son grand frère. Cousin Patrick m'a envoyé un message, suggérant que je devrais être là pour la famille. Même ma grand-mère, lors de notre appel téléphonique mensuel, a mentionné qu'à son époque, les frères et sœurs restaient soudés contre vent et marée. La campagne de culpabilisation coordonnée était aussi transparente qu'efficace. J'ai commencé à perdre le sommeil. Ma concentration au travail en a souffert, et l'anxiété est devenue ma compagne constante. Juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus intrusive, j'ai reçu un appel troublant de mon voisin Trevor. « Et mec, je voulais juste vérifier si tu laissais ta sœur emménager. Elle faisait visiter ton appartement à des gens plus tôt aujourd'hui. » Mon sang s'est glacé. « Que veux-tu dire par faire visiter à des gens ? » Ouais, elle était avec 2 femmes. Je l'ai entendu parler de diviser les charges en 3. J'ai pensé que tu prenais peut-être des colocataires. Après avoir remercié Trevor et mis fin à l'appel, je suis resté assis dans un silence stupéfait.
Mélanie avait d'une manière ou d'une autre de nouveau eu accès à mon appartement et faisait visiter ma maison à des colocataires potentiels pendant que j'étais au travail. La violation ressemblait à un coup physique. J'ai immédiatement envoyé un texto à Mélanie. Nous devons parler maintenant. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. À propos de quoi? À propos du fait que tu as fait visiter mon appartement à des inconnus aujourd'hui sans que je le sache ou que je te donne la permission. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant sa réponse. Trevor doit s'occuper de ses propres affaires. Pas de déni, pas d'excuses, juste de l'agacement d'avoir été prise. Quelque chose en moi s'est durci alors que je réalisais le peu de respect qu'elle avait pour moi, ma maison et mes limites. Ce soir-là, j'ai attendu dans mon salon, un nœud de colère serré dans ma poitrine. Quand Mélanie est finalement arrivée, elle est entrée nonchalamment avec la confiance de quelqu'un qui se croyait à l'abri des conséquences. « Comment es-tu entrée ?» ai-je demandé immédiatement. Elle a haussé les épaules, laissant tomber son sac à main sur ma table basse. J'ai fait faire un autre double avant de rendre celui de maman et papa. L'aveu désinvolte de sa tromperie délibérée m'a laissé momentanément sans voix. Quand j'ai retrouvé ma voix, elle est sortie avec un calme et une fermeté qui m'ont surpris moi-même. Ce que tu as fait aujourd'hui dépasse toutes les limites raisonnables. Tu as fait une copie non autorisée de ma clé. Tu es entré chez moi sans permission. Tu as fait entrer des inconnus dans mon espace personnel. Tu as présenté ma propriété comme étant disponible à la location. Chacune de ces actions seules serait une violation grave. Ensemble, elles représentent un mépris total pour ma personne. L'expression de Mélanie a cyclé entre le dédain, la défense, et finalement, remarquant mon ton inébranlable, le calcul. Tu en fais toute une histoire pour rien, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant. J'essaie juste de trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Pense Y, avec des colocataires. Ton hypothèque se paierait pratiquement toute seule. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, ai-je répondu. Cette conversation est terminée. Je change mes serrures demain, et je ne veux plus aucune discussion sur ton emménagement. Si tu ne peux pas respecter ces limites, nous devrons reconsidérer entièrement notre relation. La menace de conséquences réelles a finalement pénétré. Les yeux de Mélanie se sont écarquillés et une véritable alarme a traversé son visage. Tu couperais les ponts avec ta propre sœur pour un appartement. Il ne s'agit pas de l'appartement. Il s'agit de respect, d'honnêteté et de limites. Tout ce que tu as violé à plusieurs reprises. Sa stratégie a changé instantanément. Des larmes ont rempli ses yeux alors qu'elle s'effondrait sur mon canapé. Je suis désolé, sanglota-t-elle. Je suis juste si désespéré. Vivre avec maman et papa me tue. Je me sens comme une telle ratée en te voyant réussir pendant que je continue de tout gâcher. Je pensais que peut-être, en étant plus proche de toi, ça m'aiderait à remettre ma vie sur les rails. Malgré ma détermination à rester ferme, la vue de ma petite sœur en pleurs a brisé quelque chose en moi. Des souvenirs ont traversé mon esprit. Lui apprendre à faire du vélo, la défendre contre les brutes du quartier, l'aider avec ses projets de science. Avais-je été trop dur? Y avait-il un compromis que je n'avais pas envisagé? Avant que je puisse formuler une réponse, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Nous devons parler de cette situation avec ta sœur. Dîner de famille demain soir. Non négociable. J'ai montré le message à Mélanie. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Ils sont vraiment inquiets pour moi, a-t-elle dit doucement. Papa pense que je me dirige vers une autre dépression comme à l'université. La mention de ces problèmes de santé mentale a encore adouci ma résolution. Bien que je soupçonne une certaine manipulation, je ne pouvais pas ignorer les problèmes réels qu'elle avait combattus au fil des ans. D'accord, ai-je soupiré. Nous en discuterons demain avec maman et papa. Mais je change quand même les serrures. La réunion de famille le soir suivant a été émouvante et épuisante. Nous nous sommes réunis autour de la table de salle à manger de mes parents, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Ma mère avait préparé tous mes plats préférés d'enfance. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre avec la quantité parfaite d'ail et tarte aux pommes maison. Une tentative évidente d'adoucir l'atmosphère. Après un dîner inconfortable où la conversation est restée superficielle, mon père a finalement abordé le sujet délicat. Nous devons résoudre cette situation entre vous deux, a-t-il dit, regardant entre Mélanie et moi. Cette famille est toujours restée soudée. Pendant près de 3 heures, nous avons tourné en rond.
J'ai exposé mes limites et expliqué pourquoi les actions de Mélanie étaient inacceptables. Mes parents ont reconnu mes arguments, mais revenaient continuellement à l'obligation familiale et aux besoins de Mélanie. Mélanie alternait entre des excuses larmoyantes et des insinuations subtiles que mon succès m'obligeait à l'aider. Finalement, un compromis épuisé a émergé. Mélanie resterait chez nos parents et respecterait mes limites. Je l'aiderais à trouver un logement abordable et potentiellement à l'aider avec son premier mois de loyer en tant que cadeau unique. Plus important encore, elle a promis de ne plus jamais entrer chez moi sans permission explicite. Je suis vraiment désolé, a dit Mélanie alors que nous concluions la discussion. Je me suis emporté. Ça n'arrivera plus. En la regardant dans les yeux, les mêmes yeux noisettes qui m'avaient admiré tout au long de l'enfance, je voulais désespérément la croire. J'accepte tes excuses, ai-je dit. Allons de l'avant. Alors que nous nous serrions dans les bras pour nous dire au revoir, j'ai ressenti un soulagement timide. Peut-être que cet épisode douloureux renforcerait finalement notre relation grâce à des limites plus claires et une meilleure communication. Les semaines suivantes semblaient valider mon optimisme. Mélanie envoyait des SMS moins fréquemment, et quand elle le faisait, les messages se concentraient sur des annonces d'appartements légitimes. Elle posait des questions sur la budgétisation. Nous nous sommes vus 2 fois pour un café, les conversations restant légères et agréables. Elle s'est même excusée à nouveau sans que je le demande lors de notre 2e rencontre, exprimant son embarras pour son comportement. Mes parents ont noté le changement positif lors des dîners du dimanche. Elle essaie vraiment d'être plus indépendante, a commenté maman. Votre conversation semble avoir fait une impression. Un soir, j'ai reçu un email de mon fournisseur de système de sécurité m'offrant un forfait amélioré avec des fonctionnalités avancées. Compte tenu de l'amélioration de la situation avec Mélanie, j'ai décidé que la dépense supplémentaire n'était pas nécessaire et j'ai supprimé l'email, une décision que j'allais bientôt regretter amèrement. Alors que le calendrier passait à mars, Mélanie et moi nous étions installés dans une routine confortable de rencontres occasionnelles et d'échanges de SMS de soutien. Elle avait trouvé un appartement potentiel dans son budget et m'avait demandé mon avis. Je l'ai emmenée dîner pour fêter ça quand elle a passé la première étape de la candidature. Pour la première fois depuis des mois, notre relation ressemblait à celle de frères et sœurs adultes normaux plutôt qu'à des adversaires. Quand mon patron a annoncé que je devrais assister à une importante réunion client à Seattle, un voyage de 3 jours nécessitant une attention immédiate, je n'ai ressenti aucune de l'anxiété qui m'aurait tourmenté au plus fort de la tension avec Mélanie. J'ai fait mes valises, demandé à mon voisin Trevor de récupérer les colis, et je me suis dirigé vers l'aéroport avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je ne savais pas que mon monde était sur le point d'imploser d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. La réunion client à Seattle a commencé de manière productive. Notre équipe a présenté de nouvelles solutions logicielles à une grande entreprise de vente au détail et leur équipe de direction semblait sincèrement impressionnée. Pendant une pause café en milieu de matinée le 2e jour, je suis sorti dans le couloir pour vérifier mes messages téléphoniques et j'ai trouvé un texto de Trevor avec une photo en pièce jointe. « Est-ce que c'est censé se passer comme ça ?» a-t-il écrit. L'image montrait un camion de déménagement garé juste en face de mon immeuble. Mon estomac s'est noué alors que j'agrandissais la photo. Il n'y avait aucun doute sur le logo de la société de déménagement professionnel apposé sur le côté du camion. Une sueur froide a perlé sur mon front alors que je répondais à la hâte. Absolument pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Trevor a répondu immédiatement. Des gens transportent des meubles à l'intérieur. Je pensais que tu recevais peut-être de nouvelles affaires. Avec des doigts tremblants, j'ai appelé le gérant de mon immeuble, Marcus. Salut, c'est Zion de l'unité 12. Est-ce que quelqu'un est en train de déménager des meubles dans mon appartement en ce moment? Il y a eu une pause avant que Marcus ne réponde prudemment. Oui, votre sœur est arrivée ce matin. Elle a dit que vous la laissiez rester pendant que vous êtes en voyage pour le travail. Y a-t-il un problème? La pièce semblait tourner autour de moi. Oui, il y a un énorme problème. Je n'ai jamais autorisé ça. Elle n'a pas la permission d'être dans mon unité, et encore moins d'y déménager des meubles. Je suis désolé, mais elle avait une clé et connaissait tous les codes d'accès de l'immeuble, a expliqué Marcus, semblant sincèrement préoccupé. Elle semblait tout à fait légitime, elle a même mentionné des détails spécifiques sur votre unité. S'il vous plaît, ne laissez plus aucun meuble être rentré, ai-je ordonné, luttant pour garder ma voix stable malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Je vais m'occuper de ça immédiatement. En terminant l'appel, j'ai essayé de téléphoner à Mélanie.
directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un texto. Je sais ce que tu fais. Arrête immédiatement. Pas de réponse. Ensuite, j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu d'un joyeux « Allô, mon chéri. Comment va Seattle ? Maman, est-ce que Mélanie est en train d'emménager dans mon appartement en ce moment ? Ai-je demandé sans préambule. Une pause révélatrice a suivi. Eh bien, chérie, tu as tout cet espace supplémentaire. Et elle a enfin trouvé une merveilleuse opportunité avec cette boutique du centre-ville. Le trajet depuis notre maison serait impossible. Maman, ai-je interrompu. Savais-tu qu'elle emménageait aujourd'hui sans ma permission ? Une autre pause. Je suis sûr que vous deux avez juste eu un malentendu. Tu as été si occupé dernièrement. Je l'ai de nouveau coupé. Ce n'est pas un malentendu. C'est une effraction. Je n'ai jamais accepté ça. Ne sois pas si dramatique, m'a grondé ma mère. C'est ta sœur, pas une criminelle. La famille s'entraide. Réalisant que je n'irais nulle part avec ma mère, j'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement vérifié mes options de vol. Le premier vol disponible pour Boston partait ce soir-là, arrivant après minuit. Je l'ai réservé sans hésitation, puis j'ai abordé mon patron avec la situation. Urgence familiale, ai-je expliqué sèchement. Je dois rentrer à Boston immédiatement. À son crédit, il a jeté un coup d'œil à mon visage cendré et a hoché la tête. Vas-y. Nous finirons ici. Tout en me précipitant pour récupérer mes affaires de l'hôtel, je me suis connecté à mon application de caméra de sécurité. Les images ont confirmé mes pires craintes. Mélanie dirigeant des déménageurs transportant des meubles, des boîtes et des valises dans mon immeuble. Elle se déplaçait avec l'autorité confiante de quelqu'un qui croyait avoir tous les droits d'être là. Encore plus troublant, j'ai repéré son petit ami, Derek, le même petit ami avec qui elle était censée avoir rompu il y a des mois, aidant à coordonner le déménagement. Mon esprit a parcouru les options alors que je jetais des vêtements au hasard dans ma valise. Pourrais-je appeler la police ? Répondrait-il même à ce qu'il pourrait considérer comme un différend familial ? Quelle base légale avais-je alors que Mélanie avait une clé, bien qu'une copie non autorisée ? Désespéré d'une intervention immédiate, j'ai appelé mon ami Anthony, qui vivait à 10 minutes de mon immeuble. J'ai besoin d'une énorme faveur, ai-je expliqué, décrivant la situation. J'arrive, m'a-t-il assuré sans hésitation. En filant vers l'aéroport dans un VTC, mon téléphone a vibré avec des mises à jour d'Anthony. 5 personnes ici en train de déménager des affaires, a-t-il rapporté. Ta sœur, son petit ami, et 3 autres que je ne reconnais pas, qu'a-t-elle dit quand tu l'as confrontée, ai-je texté en retour. Qu'elle et toi aviez un arrangement et que je devais me mêler de mes affaires. Son petit ami a suggéré que je parte avant que les choses ne deviennent inconfortables. Ils ont aussi changé le code de la porte électronique. La violation s'est approfondie avec chaque nouveau détail. Ce n'était pas une action impulsive. C'était une prise de contrôle calculée, exécutée alors que j'étais à 3000 miles de là. Mon arrivée à l'aéroport a entraîné d'autres complications. Mon vol initial a été retardé en raison de problèmes mécaniques, me bloquant potentiellement à Seattle pour la nuit. Après avoir plaidé ma cause auprès du personnel de la compagnie aérienne, j'ai obtenu la dernière place en attente sur une correspondance plutôt via Chicago, bien que cela signifie une escale de 3 heures. Pendant cette escale, arpentant le terminal comme un animal en cage, j'ai appelé la ligne de police non urgente de Cambridge. L'officier qui a répondu a écouté patiemment ma situation. Donc, votre sœur a une clé de votre propriété, a-t-il clarifié. Une copie non autorisée. Oui. Je lui ai explicitement refusé la permission d'y vivre et j'ai changé les serrures, mais elle a dû faire un double avant de rendre l'original. Et c'est votre sœur, pas une étrangère. Oui, mais monsieur, cela ressemble à un différend familial plutôt qu'à une affaire criminelle. Si vous êtes préoccupé par des dommages matériels, vous pouvez déposer un rapport à votre retour. La frustration montait alors que je réalisais comment la situation apparaissait du point de vue d'un étranger. Elle est en train de déménager activement des meubles dans ma maison contre mes instructions explicites, ai-je souligné. Elle a changé les codes d'accès et a des gens que je ne connais pas dans ma résidence privée touchant mes biens. Le ton de l'officier s'est légèrement adouci. Je comprends votre inquiétude. Nous pouvons envoyer quelqu'un pour vérifier la situation, mais sans preuve d'effraction ou de danger immédiat, nos options sont limitées. Avez-vous des documents prouvant que vous êtes le seul propriétaire ?
Oui, je suis le seul nom sur l'acte de propriété et l'hypothèque. Ça aide. Quand serez-vous de retour en ville? Après minuit. Si tout se passe bien avec les correspondances. Appelez-nous quand vous arriverez. Nous pourrons vous rencontrer à la propriété pour aider à la médiation. Ce n'était pas l'action immédiate que j'avais espérée, mais cela offrait au moins un cadre pour la résolution. Tout au long de l'escale à Chicago et du vol suivant vers Boston, mon esprit a cyclé à travers des scénarios allant de la confrontation raisonnable aux pires issues. La dévastation émotionnelle était plus profonde que les préoccupations pratiques. Ma sœur, mon propre sang, avait méthodiquement planifié de s'emparer de ma maison en s'assurant que j'étais loin et incapable de l'arrêter. Les mises à jour par texto d'Anthony ont continué, chacune plus préoccupante que la précédente. Mélanie avait pris des dispositions pour que les services publics soient transférés à son nom. Elle s'était présentée aux voisins comme la nouvelle résidente. Elle avait même accroché des œuvres d'art sur mes murs après avoir enlevé mes propres photographies encadrées. Alors que l'avion a finalement atterri à Boston peu après 1h du matin, un sentiment de vide s'est installé dans ma poitrine. Au-delà de la colère ou de l'anxiété, il y avait une profonde tristesse. La réalisation que la sœur que je pensais connaître s'était révélée capable d'une trahison extraordinaire. Le lien de confiance entre nous, déjà tendu, gisait maintenant complètement brisé parmi les cartons de déménagement qu'elle avait apportés dans ma maison. Le trajet en VTC de l'aéroport de Logan à mon appartement de Cambridge a semblé interminable. Chaque feu rouge amplifiait mon anxiété croissante. Devant mon immeuble, le camion de déménagement était parti, mais des lumières brillaient de chaque fenêtre de mon unité à près de 2h du matin. Anthony attendait dans sa voiture de l'autre côté de la rue, sortant alors que j'approchais. Ça a été fou, mec, a-t-il dit, son expression sombre. Ils n'ont pas arrêté depuis ce matin. J'ai essayé de raisonner ta sœur à nouveau il y a environ 1 heure, mais son petit ami a menacé de s'occuper de moi si je ne reculais pas. J'ai hoché la tête, lui serrant l'épaule avec gratitude. Merci d'être là. Je peux m'en occuper à partir de maintenant. Pas question, a insisté Anthony. Je reste jusqu'à ce que ce soit résolu. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. La voiture de police que j'avais demandée est arrivée quelques instants plus tard. 2 officiers en sont sortis. Un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel et une jeune femme à l'air sérieux. Monsieur Harris, a demandé l'officier masculin en tendant la main. Officier Brennan, voici l'officier Shen. Nous comprenons que vous avez un différend de propriété. J'ai expliqué la situation de manière concise, fournissant mon permis de conduire et les documents de propriété que j'avais heureusement emballés avant mon voyage. L'officier Shen les a examinés attentivement tandis que Brennan posait des questions de clarification sur l'historique de Mélanie avec la propriété. D'accord, a finalement dit Brennan. Abordons cela calmement. Nous vous accompagnerons à l'intérieur pour évaluer la situation et faciliter une conversation. Notre objectif est une résolution pacifique. Avec les officiers m'encadrant et Anthony en retrait, j'ai utilisé ma clé dans l'entrée principale de l'immeuble. Le trajet en ascenseur jusqu'au 4e étage était silencieux, la tension s'épaississant à chaque étage montant. Devant mon unité, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé fermement malgré le fait d'avoir ma propre clé. C'était ma maison, mais quelque chose dans la situation exigeait cette formalité. Après plusieurs instants, la porte s'est ouverte pour révéler Derek, un M88 de hostilité tatoué. Ses yeux se sont rétrécis à la vue des officiers. De quoi s'agit-il, a-t-il demandé en bloquant l'entrée. L'officier Brennan s'est avancé. Monsieur, nous devons parler à tout le monde à l'intérieur de cette résidence. Veuillez vous écarter. Derek a hésité clairement, calculant ses options avant de reculer à contre-cœur dans l'entrée. La scène qui m'a accueilli en entrant dans mon propre appartement était surréaliste, comme entrer dans une réalité alternative où ma vie avait été effacée et remplacée. Mes meubles soigneusement choisis avaient été poussés contre les murs ou entièrement déplacés. Un canapé floral criard que je ne reconnaissais pas dominait le salon. Des cartons de déménagement bordaient tous les murs, certains ouverts avec leur contenu se déversant. La porte de mon bureau à domicile était ouverte, révélant que la pièce avait été complètement transformée. Mon bureau et mon équipement informatique étaient empilés au hasard dans un coin, remplacés par un lit queen size avec une literie rose vif. Et là, au centre du chaos, se tenait Mélanie, en pyjama et avec une expression qui fluctuait entre le défi et l'alarme à la vue des policiers. « Zion », dit-elle en forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu es de retour tôt. Nous étions juste en train de nous installer.
Nous installer, ai-je répété avec incrédulité. Dans ma maison, contre mes instructions explicites. Notre maison, a-t-elle corrigé doucement en jetant un coup d'œil vers les officiers. Nous avons discuté de cet arrangement il y a des semaines. J'ai même des textos sur l'aide avec les charges. L'officier Chen s'est avancé. Madame, Monsieur Harris déclare qu'il ne vous a jamais autorisé à emménager. Avez-vous un bail ou un contrat de location? Le sourire de Mélanie a légèrement vacillé. Nous n'avons pas besoin de paperasse formelle. Nous sommes une famille. N'est-ce pas, Zion? Dis-leur comment nous avons convenu que tu m'aiderais pendant que je me remets sur pied. L'audace de son mensonge m'a momentanément laissé sans voix. Quand j'ai retrouvé ma voix, elle est sortie avec un calme et une fermeté qui m'ont surpris moi-même. Je n'ai jamais accepté ça. En fait, je t'ai explicitement dit à plusieurs reprises que tu ne pouvais pas emménager ici. J'ai changé les serrures spécifiquement parce que tu étais entré sans autorisation auparavant. Derek s'est placé à côté de Mélanie, sa posture subtilement menaçante. Écoute, mec, il est tard. Pourquoi ne discuterions-nous pas de ça demain, quand tout le monde aura dormi? Mélanie en a assez bavé sans ce drame. Ce n'est pas ma maison à discuter, ai-je répondu calmement. C'est ma propriété. Vous êtes tous ici illégalement et vous devez partir immédiatement. Le comportement de Mélanie a changé instantanément, des larmes montant à ses yeux, sa tactique habituelle lorsqu'elle était confrontée. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça après tout ce que nous avons vécu en tant que frères et sœurs. Où suis-je censé aller à 2 heures du matin? Au même endroit où tu vivais hier, ai-je répondu. C'était un coup calculé que tu as fait en sachant que j'étais hors de la ville. L'officier Brennan est intervenu. Madame, j'ai besoin de voir les pièces d'identité de toutes les personnes présentes. Il s'est tourné vers moi. M. Harris, avez-vous des documents prouvant que vous êtes le propriétaire? J'ai récupéré le dossier contenant mon acte de propriété et mes papiers d'hypothèque, que l'officier Chen a examiné attentivement. Pendant ce temps, 3 autres personnes sont sorties de différentes pièces, 2 femmes qui semblaient avoir la vingtaine et un homme un peu plus âgé, tous mal à l'aise avec la présence de la police. Ce sont mes colocataires, a expliqué Mélanie à la hâte. Ils m'ont déjà payé des cautions. La révélation qu'elle avait collecté de l'argent sous de faux prétextes a ajouté une autre couche troublante à la situation. J'ai regardé les étrangers qui planaient maintenant maladroitement près de la cuisine. Je suis désolé, mais elles n'avaient aucune autorité pour louer des chambres ici. C'est une résidence unifamiliale dont je suis le seul propriétaire. L'officier Chen a terminé l'examen de mes documents. La propriété est légalement enregistrée au seul nom de Zion Harris, a-t-elle confirmé à son partenaire. Se tournant vers Mélanie, elle a continué, Madame, sans permission écrite du propriétaire, vous n'avez aucun droit légal d'occuper cette résidence. Vous et vos invités devez rassembler les articles essentiels pour la nuit et quitter les lieux. C'est ridicule, a crié Mélanie, sa façade amicale s'effondrant entièrement. Il n'a pas besoin de tout cet espace. Il est juste égoïste parce qu'il le peut. Dis-leur, Derek. Dis-leur comment Zion obtient toujours tout pendant que je me bats pour des miettes. Derek s'est avancé agressivement. Vous l'avez entendu. Nous n'allons nulle part ce soir. Vous ne pouvez pas jeter les gens à la rue. L'officier Brennan s'est positionné entre nous. Monsieur, reculez. Ce n'est pas une négociation. Le propriétaire légal vous a refusé la permission d'être ici. J'ai des droits. A crié Mélanie, le mascara coulant sur son visage empourpré. J'ai établi ma résidence. Je reçois du courrier ici. Vous êtes ici depuis moins de 24 heures, a contré calmement l'officier Chen. Cela ne constitue pas une location établie en vertu de la loi du Massachusetts. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé avec une vitesse choquante. Mélanie s'est jetée vers ma chambre en criant qu'elle devait trouver la preuve de notre arrangement. L'officier Chen l'a suivi tandis que Brennan maintenait sa position entre Derek et moi. Anthony s'est rapproché de moi, clairement préoccupé par la tension croissante. Quelques instants plus tard, des bruits de lutte ont émergé de ma chambre. La voix de l'officier Chen s'est élevée. Madame, posez ça. Éloignez-vous du coffre-fort. Je me suis précipité vers ma chambre pour trouver Mélanie tentant d'ouvrir mon petit coffre-fort ignifuge avec un coupe-papier. L'officier Chen avait la main sur son étui, mais n'avait pas sorti son arme. Elle essaie de voler mes documents financiers, ai-je expliqué, inspectant la pièce avec horreur.
Des tiroirs pendaient ouverts, leur contenu éparpillé sur le sol. Les portes de mon placard béaient, des vêtements tirés des cintres. « Je ne vole rien », a crié Mélanie. « Je cherche l'accord que nous avons conclu. »« Un accord qui n'existe pas », ai-je corrigé. L'officier Chen a fermement saisi le bras de Mélanie. « Madame, vous devez venir avec moi maintenant et ne rassembler que les articles essentiels pour la nuit. On vous ordonne de quitter les lieux. »« Lâchez-moi », a crié Mélanie, se dégageant avec une telle force qu'elle a fait basculer l'officier Chen en arrière contre ma table de chevet. Tout a dégénéré en un instant. L'officier Brennan s'est précipité au bruit. Derek a suivi, bousculant Anthony et moi dans l'embrasure de la porte. Quand Brennan a tenté de maîtriser Mélanie, Derek a attrapé l'épaule de l'officier et l'a tiré en arrière. « Police !»« Halt !» a crié Brennan en retrouvant son équilibre. Au lieu de cela, Derek a pris une posture de combat. Personne ne la touche. Ce qui a suivi a été le chaos. Derek a résisté quand Brennan a tenté de le menotter, ce qui a entraîné les deux hommes s'écrasant contre ma commode. Mélanie criait des obscénités tout en essayant d'échapper à l'officier Chen. Les trois étrangers qui avaient été pris dans ce cauchemar se sont rassemblés dans le couloir, les yeux écarquillés et regrettant clairement leur association avec ma sœur. L'officier Chen a parlé rapidement dans sa radio, demandant des renforts. En quelques minutes, l'espace exigu de ma chambre contenait 4 policiers. Derek, maintenant menotté et se débattant toujours, a reçu un avertissement sévère pour avoir agressé un officier. Mélanie a continué ses protestations larmoyantes, même alors qu'elle était elle aussi menottée après avoir refusé à plusieurs reprises les ordres légaux de quitter les lieux. « Vous m'arrêtez » a-t-elle crié avec incrédulité. « Je suis la victime ici. » Il met sa propre sœur à la rue. « Madame, vous êtes arrêtée pour violation de propriété, résistance à un officier de police et tentative de vol », a expliqué l'officier Chen avec un sang-froid remarquable. « Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que les droits Miranda étaient récités, la nature surréaliste de la scène m'a submergé. Ma propre sœur arrêtée dans ma chambre, le sanctuaire de ma maison violé non seulement par des occupants indésirables, mais maintenant par l'intervention nécessaire des forces de l'ordre. La situation s'est encore détériorée lorsque mes parents sont arrivés, convoqués par un appel téléphonique hystérique que Mélanie avait apparemment passé plus tôt lorsqu'Anthony l'avait confronté pour la première fois. Ils ont fait irruption dans l'appartement alors que Mélanie et Derek étaient escortés dehors, menottés. « Que as-tu fait » a crié ma mère en se précipitant vers moi avec une expression de trahison totale. « Ta propre sœur » Le visage de mon père était furieux. « Tu as appelé la police pour la famille. »« As-tu perdu la tête, Zion ?»« Je ne les ai pas appelés pour la famille, » ai-je répondu, ma voix tremblante d'émotion. « Je les ai appelés pour des intrus qui sont entrés par effraction dans ma maison, ont changé mes serrures et ont refusé de partir quand on le leur a ordonné. »« C'est ta sœur » a répété ma mère comme si cette relation annulait toutes les lois de la propriété et des limites personnelles. L'officier Brennan est intervenu. « Monsieur, madame, votre fille est entrée illégalement dans cette résidence et a refusé les ordres légaux de partir. De plus, son compagnon a agressé un officier. Ce sont des infractions graves. Mes parents ont suivi les officiers dehors, ma mère en larmes, mon père me lançant une dernière pique. Ce n'est pas fini, Zion. La famille ne fait pas ça à la famille. » Resté seul avec Anthony et les 3 étrangers qui avaient été involontairement entraînés dans ce désastre, j'ai inspecté les décombres de ma maison. Meubles déplacés, possessions éparpillées, murs endommagés par le déplacement de gros objets à travers des portes étroites. Mais le désarroi physique pâlissait en comparaison de la dévastation émotionnelle. « Que se passe-t-il maintenant » a demandé l'une des femmes, serrant timidement un sac de nuit. J'ai soupiré profondément. Vous devriez contacter Mélanie au sujet des cautions que vous lui avez versées. Je suis désolé que vous ayez été trompé, mais vous ne pouvez pas rester ici. Après leur départ, Anthony m'a aidé à sécuriser la porte avec mes clés d'origine. Ça va, mec, a-t-il demandé, l'inquiétude gravée sur son visage. Je n'allais pas bien. Je n'étais nulle part près d'aller bien. Mais alors que je me tenais dans les décombres de ma maison violée, l'impact total ne s'était pas encore fait sentir. Ça ira, ai-je répondu, sachant qu'il faudrait beaucoup de temps avant que ces mots ne contiennent la moindre vérité. La nuit après l'arrestation de Mélanie se classe parmi les plus longues de ma vie. Malgré un épuisement profond dû au voyage et au traumatisme émotionnel, le sommeil s'est avéré insaisissable. J'ai erré dans ma maison perturbée comme un fantôme,
cataloguant les dommages et les déplacements. Le désordre physique, meubles déplacés, murs éraflés, tableaux raccrochés ressemblait à une manifestation visuelle de mon sentiment de sécurité brisé. Mon téléphone a vibré sans relâche. Mes parents alternaient entre des textos culpabilisants, « Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang ?» et des messages vocaux en colère exigeant que j'abandonne les charges immédiatement. Des membres de la famille élargie, ayant reçu une version soigneusement éditée des événements de la part de ma mère, ont envoyé des messages exprimant leur déception face à ma cruauté. Seul mon cousin Ethan, toujours le diseur de vérité de la famille, a appelé pour demander ma version de l'histoire avant de porter un jugement. Vers 4 heures du matin, j'ai complètement mis mon téléphone en sourdine. Assis dans l'obscurité de mon salon, entouré des preuves de la violation de Mélanie, je me suis enfin permis de pleurer, non seulement pour la crise immédiate, mais pour les relations familiales qui ne seraient plus jamais les mêmes. Le matin est arrivé avec une clarté brutale et des préoccupations pratiques. J'ai appelé un serrurier qui est arrivé rapidement pour changer toutes les serrures et réinitialiser tous les codes d'accès électroniques. Le gérant de l'immeuble, Marcus, a exprimé son choc face aux événements de la nuit précédente et m'a assuré que les images de sécurité seraient conservées si nécessaire pour des poursuites judiciaires. J'ai passé 3 heures avec un policier à déposer un rapport officiel, fournissant les horodatage de mes images de sécurité montrant l'entrée non autorisée de Mélanie et l'arrivée de la société de déménagement. Quand mon téléphone a sonné, affichant le numéro de la prison du comté, mon estomac s'est noué. La voix en larmes de Mélanie est parvenue clairement. Ils ont fixé la caution à $2000. J'ai besoin que tu m'aides, Zion. S'il te plaît. Le schéma familier s'est réaffirmé. Mélanie crée le chaos, puis s'attend à être sauvée. Pour la première fois dans notre relation adulte, j'ai brisé le schéma. Je ne peux pas faire ça, Mélanie. Tes actions ont des conséquences. Tu vas laisser ta sœur en prison. Sa voix s'est élevée, incrédule. Tu es entré par effraction chez moi, tu as essayé de t'en emparer, tu as refusé de partir sur ordre de la police, et tu as résisté à l'arrestation. C'était tes choix. Son ton est passé de la supplication à l'accusation amère. Maman et papa avaient raison sur toi. Le succès t'a fait t'oublier d'où tu viens. Quand es-tu devenu si sans cœur? J'ai mis fin à l'appel sans répondre, ces mots résonnant douloureusement, malgré ma certitude d'établir enfin les limites nécessaires. Mes parents sont arrivés à ma porte cet après-midi-là, les visages tirés par une nuit blanche. La conversation qui a suivi a été atroce. Ma mère oscillait entre des supplications larmoyantes pour aider Mélanie et des récriminations sur ma nature égoïste. Mon père, habituellement le parent le plus raisonnable, semblait incapable de comprendre que les actions de Mélanie constituaient de véritables violations légales plutôt qu'un simple mauvais jugement. Comprends-tu ce qu'un casier judiciaire fera à son avenir? A-t-il demandé en arpentant mon salon. Comprends-tu ce qu'elle a fait? Ai-je rétorqué. Elle a fait une copie non autorisée de ma clé. Elle a déménagé des meubles dans ma maison sans permission alors que j'étais à 3000 miles de là. Elle a fait entrer des étrangers dans mon espace personnel. Elle a collecté des cautions sous de faux prétextes. Lorsqu'elle a été confrontée par la police, elle a refusé les ordres légaux et a résisté à l'arrestation. Ce ne sont pas des indiscrétions mineures, papa. Ce sont des violations graves avec des conséquences légales. C'est ta sœur, a répété ma mère pour peut-être la 12e fois, comme si cette relation annulait toutes les autres considérations. Être ma sœur ne lui donne pas le droit de prendre ce qui ne lui appartient pas, ai-je répondu. J'ai soutenu Mélanie émotionnellement et financièrement pendant des années. J'ai pardonné des violations répétées des limites, mais cela a franchi une ligne qui ne peut être franchie. Ils sont partis sans résolution, les derniers mots de mon père atterrissant comme un coup physique. Je n'aurais jamais pensé avoir honte de toi, Zion. Aujourd'hui, j'ai honte. Ce soir-là, Anthony est arrivé avec de la nourriture à emporter et un soutien pratique. Il m'a aidé à réarranger les meubles, à raccrocher les œuvres d'art et à restaurer un semblant d'ordre dans mon espace. Sa présence offrait un contraste puissant avec la réaction de ma famille. Voici quelqu'un qui comprenait les limites et respectait les miennes sans question. Tu sais que tu fais ce qu'il faut, n'est-ce pas? A-t-il demandé alors que nous nous effondrions sur le canapé après des heures de nettoyage. Il ne s'agit pas d'être impitoyable. Il s'agit de respect de base pour ta maison et ta propriété. Sa validation signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Ma famille ne le voit pas de cette façon. Ils sont trop proches de la situation, a-t-il observé.
Ils ont tellement encouragé Mélanie pendant si longtemps qu'ils ne peuvent pas voir à quel point son comportement est inapproprié. Parfois, la chose la plus gentille est de fixer des limites fermes, même si ça fait mal. Le lendemain a apporté des préoccupations pratiques. J'ai rencontré un avocat spécialisé dans les ordonnances restrictives, exposant le schéma croissant de violation des limites de Mélanie. Il m'a conseillé de tout documenter et de procéder à une ordonnance temporaire qui pourrait être prolongée si nécessaire. Le processus semblait extrême lorsqu'il était appliqué à ma propre sœur, mais les événements de la veille avaient démontré la nécessité d'une protection juridique. J'ai pris 3 jours de congé, incapable de me concentrer au milieu du drame familial en cours et des conséquences pratiques. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur les violations de Mélanie. Du courrier avait été ouvert. Des documents personnels examinés. Même mon ordinateur montrait des signes de tentative d'accès. Plus troublant encore, j'ai trouvé des preuves qu'elle avait photographié mes relevés financiers et mon passeport, soulevant des inquiétudes immédiates quant à un potentiel vol d'identité. Mon avocat a conseillé un audit de sécurité complet. J'ai passé une journée à changer tous mes mots de passe, à placer des alertes de fraude sur mes rapports de crédit et à sécuriser tous mes comptes financiers avec des mesures de vérification supplémentaires. Le processus était épuisant, mais nécessaire étant donné la volonté démontrée de Mélanie de franchir les limites. Le sommeil restait insaisissable. Des cauchemars me tourmentaient lorsque l'épuisement l'emportait enfin sur l'anxiété des rêves où je rentrais chez moi pour trouver des étrangers vivant dans chaque pièce, revendiquant des morceaux de ma vie pendant que je me tenais impuissant dans l'embrasure de la porte. J'ai commencé une thérapie, reconnaissant qu'une aide professionnelle était nécessaire pour traiter le profond traumatisme familial qui se déroulait autour de moi. Une semaine après l'arrestation, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Derek, sa voix modérée par rapport à notre dernière interaction. « Écoute, mec, j'appelle pour m'excuser », a-t-il commencé maladroitement. J'ai dépassé les bornes. Vraiment dépassé les bornes. Sa contrition inattendue m'a pris au dépourvu. « Pourquoi m'appelles-tu, Derek ?»« Parce que j'accepte un accord de plaidoyer », a-t-il expliqué. Conduite désordonnée au lieu d'agression contre un officier. Mon avocat dit que j'ai eu de la chance parce que l'officier n'a pas été blessé, mais une partie de mon accord consiste à faire amende honorable. Et Mélanie, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Il a hésité. Nous prenons nos distances. Écoute, elle m'a dit que vous aviez un arrangement. Qu'elle a dit que tu étais d'accord pour que nous emménagions temporairement. Je n'aurais pas accepté sinon. La révélation n'était pas surprenante, mais elle piquait quand même la confirmation que Mélanie avait délibérément manipulé plusieurs personnes dans son stratagème. J'apprécie les excuses, ai-je finalement dit, mais j'ai besoin de temps avant d'envisager toute forme de réconciliation avec l'un ou l'autre d'entre vous. Mes parents ont poursuivi leur campagne de pression et de culpabilité, bien que l'intensité ait progressivement diminué au fil des jours. Les textos de ma mère ont évolué de l'accusation pure et simple à la manipulation subtile. Mélanie est si déprimée qu'elle mange à peine, ou, nous avons du mal à payer son avocat. J'ai maintenu ma position avec une réponse simple. Je suis désolé que vous traversiez cela. 2 semaines après l'incident, je me suis rendu au tribunal pour l'audience de l'ordonnance restrictive. Voir Mélanie de l'autre côté de la salle d'audience, pâle, débraillée, flanquée d'un avocat commis d'office, a déclenché une vague complexe d'émotions, colère face à ses actions, tristesse pour notre relation brisée, culpabilité pour mon rôle dans sa situation actuelle. Lorsque le juge a accordé une ordonnance de 6 mois lui interdisant de s'approcher de ma maison ou de mon lieu de travail, son expression de incrédulité trahie a presque brisé ma résolution. Le dimanche suivant, j'ai refusé le dîner chez mes parents pour la première fois depuis des années, ne voulant pas me soumettre à d'autres récriminations. Au lieu de cela, j'ai accepté l'invitation d'amis pour une randonnée dans les White Mountains. 6 heures d'efforts physiques et de beauté naturelle qui ont fourni le premier véritable soulagement que j'avais ressenti depuis le début de cette épreuve. Progressivement, douloureusement, une nouvelle normalité a émergé. J'ai maintenu un contact minimal avec mes parents, de brèves conversations axées sur des sujets neutres. Les membres de la famille élargie ont soit respecté mes limites, soit se sont retrouvés doucement mais fermement éloignés de ma vie. Des amis comme Anthony ont fourni le soutien et la compréhension que ma famille biologique ne pouvait actuellement pas offrir. Mon appartement, autrefois un sanctuaire, a nécessité une reconquête par des actions intentionnelles. J'ai réarrangé les meubles pour éliminer le souvenir de la façon dont Mélanie avait positionné les choses. J'ai repeint les murs, choisi de nouvelles œuvres d'art et finalement remplacé le bureau de mon bureau à domicile,
le précédent portant trop d'associations avec la violation. Chaque changement représentait un petit pas vers la reconquête de mon espace comme étant vraiment le mien à nouveau. La thérapie a fourni des outils cruciaux pour traiter le deuil complexe de l'éloignement familial sans me rendre à mes limites durement acquises. Les relations familiales ne sont pas inconditionnelles, a souligné ma thérapeute lors d'une séance particulièrement difficile. Un amour sain inclut le respect de l'autonomie et de la propriété. Vous n'avez pas abandonné votre sœur. Vous avez simplement exigé qu'elle vous respecte en tant qu'individu avec des droits. Ces mots sont devenus un mantra pendant les moments de doute, un rappel que l'établissement de limites n'était pas égoïste mais nécessaire pour une relation authentique. Alors que le printemps se transformait en été, j'ai reçu une notification indiquant que Mélanie avait accepté un accord de plaidoyer, une probation et des services communautaires plutôt que la prison. La nouvelle a apporté un soulagement plutôt qu'une justification. Malgré tout, je ne voulais pas que son avenir soit définitivement endommagé par un casier judiciaire. Pourtant, je suis resté ferme dans ma conviction que les conséquences naturelles étaient nécessaires pour une véritable croissance. Un soir chaud de juillet, assis sur mon balcon, regardant le coucher de soleil peindre Cambridge de lumière dorée, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La blessure vive de la trahison avait commencé à cicatriser, non pas par le pardon exactement, mais par l'acceptation. Ma sœur avait fait des choix qui révélaient des aspects fondamentaux de son caractère. Mes parents avaient démontré les limites de leur compréhension. Ces vérités douloureuses, une fois reconnues, ont perdu une partie de leur pouvoir de blesser. Alors que je sirotais mon café et regardais l'obscurité s'emparer progressivement du ciel, j'ai compris que le chemin à suivre ne serait ni une simple réconciliation, ni un éloignement permanent, mais quelque chose de plus nuancé, une relation soigneusement construite sur de nouvelles fondations d'honnêteté, de limites et de conséquences. 6 mois après cette nuit chaotique, où la police a escorté ma sœur hors de ma maison, j'étais assis au même endroit où j'avais autrefois pleuré dans l'obscurité, maintenant illuminé par la lumière du soleil du matin qui filtrait à travers des rideaux fraîchement accrochés. L'espace physique avait été reconquis et transformé. Le paysage émotionnel, lui aussi, avait changé de manière à la fois douloureuse et nécessaire. La thérapie a fourni le cadre de mon parcours de guérison. Des séances hebdomadaires m'ont aidé à naviguer sur le terrain complexe de l'éloignement familial sans me noyer dans la culpabilité. Ma thérapeute, le docteur Rebecca Sullivan, était spécialisée dans les traumatismes familiaux et les problèmes de limite. Ses conseils se sont avérés inestimables alors que j'apprenais à distinguer entre l'obligation familiale authentique et les attentes malsaines qui avaient caractérisé nos dynamiques pendant des années. Les relations familiales ne sont pas statiques, a-t-elle expliqué lors d'une séance décisive. Elles évoluent à mesure que nous devenons nos moi authentiques. Parfois, cette évolution nécessite une recalibration douloureuse. Les conséquences juridiques des actions de Mélanie se sont déroulées avec une modération miséricordieuse. Son avocat commis d'office a négocié un accord de plaidoyer aboutissant à 18 mois de probation, 50 heures de service communautaire et un conseil financier obligatoire. Les accusations de résistance à l'arrestation ont été réduites en échange de son plaidoyer de culpabilité pour violation de propriété et tentative de vol. Bien que le résultat ait fourni une responsabilisation sans endommager de manière permanente ses perspectives d'avenir, Mélanie l'a considéré comme une preuve supplémentaire de ma trahison plutôt que comme une conséquence de ses actions. Ma relation avec nos parents a suivi un chemin hésitant vers une réconciliation prudente. Pendant 2 mois après l'incident, notre communication est restée minimale et tendue. Leur position initiale, un soutien inconditionnel à Mélanie, indépendamment de ses actions, s'est progressivement adouci à mesure que la réalité de la situation devenait impossible à ignorer. Le tournant est survenu après qu'ils aient assisté à l'une des séances de conseil financier imposées par le tribunal à Mélanie. Nous avons réfléchi à certaines choses, a dit mon père lors d'un déjeuner gênant dans un restaurant neutre. Le conseiller a souligné certains schémas que nous n'avions pas reconnus. Ma mère a hoché la tête, les yeux baissés. Nous avons peut-être encouragé des comportements qui n'aidaient pas Mélanie à devenir indépendante. Cette reconnaissance timide représentait un progrès significatif, bien qu'une compréhension totale reste insaisissable. Nous avons établi de nouveaux paramètres pour notre relation, des visites programmées plutôt que des visites spontanées, aucune discussion sur mes décisions juridiques concernant Mélanie, et la conclusion immédiate de toute conversation qui dégénérait en manipulation par la culpabilité. Ces limites, bien qu'initialement inconfortables pour nous tous, ont finalement créé un espace pour une interaction plus saine. Mélanie elle-même est restée hors de portée de la réconciliation. L'ordonnance restrictive a expiré sans renouvellement, mais je n'ai maintenu aucun contact par choix personnel plutôt que par obligation légale.
Grâce aux nouvelles de la famille, j'ai appris qu'elle avait déménagé à Springfield, trouvé un emploi stable dans un grand magasin et commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Ces développements positifs ont apporté un réel soulagement. Malgré tout, je voulais qu'elle construise une vie saine et indépendante, mais pas à mes dépens. Ma maison a subi une transformation délibérée. La chambre d'amis qui avait déclenché tant de conflits a été entièrement repensée. Ce n'était plus seulement un bureau à domicile, mais un espace polyvalent reflétant mes intérêts en évolution. De nouvelles étagères abritaient ma collection croissante de livres de photographie. Un fauteuil de lecture confortable occupait le coin où Mélanie avait tenté de placer son lit. Les murs, autrefois beiges, arboraient maintenant une nuance de bleu apaisante qui représentait psychologiquement de nouveaux départs. Plus important que ces changements physiques étaient les nouvelles règles régissant mon espace. Aucun membre de la famille ne recevait de clé, quelle que soit la relation. Les visites avaient lieu sur invitation uniquement, programmées à l'avance plutôt que spontanées. Le gérant de mon immeuble a mis en place un protocole strict exigeant mon autorisation explicite avant de permettre à quiconque d'accéder à mon unité. Ces mesures ne relevaient pas de la paranoïa, mais de l'établissement de limites claires qui reflétaient le caractère sacré de l'espace personnel. Le cercle de personnes que je considérais comme ma famille s'est élargi au-delà des liens du sang. Anthony, dont le soutien indéfectible pendant la crise a démontré une véritable amitié, est devenu une présence régulière dans ma vie. Mon cousin Ethan, qui avait cherché mon point de vue avant de porter un jugement, a renforcé notre lien par des conversations et des visites régulières. Des collègues sont devenus des amis qui partageaient des repas de fête et célébraient des étapes importantes. Ces liens choisis, basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, ont fourni un modèle de ce que des relations saines pourraient être. Ma vie professionnelle, temporairement perturbée par la crise, a finalement bénéficié de la croissance personnelle qu'elle a catalysée. L'expérience de rester ferme face à une pression intense s'est traduite par une plus grande confiance dans les négociations commerciales. La nécessité d'établir des limites claires a amélioré mon style de gestion. Même les conversations douloureuses avec la famille ont développé des compétences de communication applicables dans des situations de travail difficiles. Ce qui avait commencé comme un traumatisme a progressivement révélé des dons inattendus. Lentement, j'ai renoué avec des membres de la famille élargie qui s'étaient initialement rangés du côté de Mélanie sur la base d'informations incomplètes. Ma grand-mère, autrefois parmi mes critiques les plus virulents, a appelé un soir d'automne avec un message simple « J'avais tort, Zion ». Je n'avais pas compris ce qui s'était vraiment passé. Ces réconciliations se sont produites de manière organique, sans pression ni attente, chacune représentant une petite guérison du tissu familial plus large. La transformation la plus profonde s'est peut-être produite dans ma compréhension de ce qu'est un foyer. Avant la violation de Mélanie, mon appartement représentait la réussite, une preuve tangible de succès professionnel et de discipline financière. Après la crise, il incarnait quelque chose de plus fondamental, la manifestation physique de l'autonomie personnelle. Chaque meuble soigneusement choisi, chaque photographie encadrée, chaque livre sur mes étagères représentait des choix qui n'appartenaient qu'à moi. Cet espace, si près d'être volé, était devenu sacré non pas pour sa valeur monétaire, mais pour les limites qu'il représentait. Au premier anniversaire de l'incident, j'ai organisé un petit dîner, quelque chose que j'aurais trouvé inimaginable dans l'immédiat après coup, lorsque ma maison me semblait irrémédiablement violée. Des amis se sont réunis autour de ma table de salle à manger, la conversation et les rires remplissant des pièces autrefois hantées par le conflit. Alors que je servais le dessert, Anthony a levé son verre pour un toast impromptu. Aux limites, a-t-il dit simplement. Les mots ont résonné profondément alors que les verres s'entrechoquaient. L'année écoulée m'avait appris que les limites n'étaient pas des barrières égoïstes, mais le fondement nécessaire d'une connexion authentique. En définissant clairement ce qui était et n'était pas acceptable, j'avais créé la possibilité de relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la manipulation. Cette nuit-là, après le départ des invités, je me suis tenu sur mon balcon, contemplant la ligne d'horizon de Cambridge. La douleur n'avait pas entièrement disparu. L'éloignement familial laisse des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement. Mais à côté de cette douleur existait une paix profonde née du respect de soi et de limites claires. J'avais découvert que dire non à la violation ouvrait la possibilité de dire oui à une connexion authentique. Le parcours de victime à défenseur de ma propre valeur n'avait pas suivi une ligne droite. Certains jours apportaient encore le doute, des moments où la culpabilité familière refaisait surface ou des souvenirs déclenchaient la colère. Mais de plus en plus, ces moments existaient à côté d'une certitude inébranlable que j'avais fait les choix nécessaires pour protéger non seulement ma propriété,
mais mon droit fondamental de déterminer les conditions de ma vie. Dans le calme de cette nuit d'anniversaire, j'ai reconnu que la limite la plus importante que j'avais établie n'était pas les nouvelles serrures ou les politiques de visite, mais la clarté intérieure sur ma propre valeur. La connaissance que le fait d'être une famille ne conférait pas le droit de prendre ce qui n'était pas librement donné, la compréhension que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. Alors que je me préparais à aller au lit cette nuit-là, j'ai remarqué mon reflet dans le miroir de la salle de bain, le même visage et pourtant fondamentalement changé. Les yeux qui me regardaient appartenaient à quelqu'un qui avait fait face à la trahison de ceux qui auraient dû offrir une protection et en était sorti non pas plus dur, mais plus clair, non pas amer, mais plus sage. Quelqu'un qui comprenait que le pardon n'exige pas la reddition et que la compassion n'est pas synonyme de capitulation. J'avais appris que la vraie force ne se trouve pas dans l'évitement des conflits, mais en les affrontant avec intégrité. Que la famille peut être à la fois biologique et choisie, à la fois héritée et créée. Que le foyer n'est pas seulement l'endroit où vous vivez, mais l'endroit où vos limites sont respectées et votre autonomie honorée. Si vous êtes resté avec moi tout au long de cette histoire, peut-être avez-vous reconnu des éléments de vos propres dynamiques familiales. La pression subtile ou pas si subtile de sacrifier vos besoins pour les désirs des autres, la culpabilité qui accompagne l'établissement de limites nécessaires, la reconnaissance douloureuse que ceux qui devraient soutenir votre indépendance peuvent au contraire y résister. Si c'est le cas, j'espère que mon expérience vous offre une certaine validation. Votre espace, physique, émotionnel, financier, vous appartient à vous seul. Le partager devrait toujours être votre choix, jamais votre obligation. Rester ferme dans cette vérité n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous géré la culpabilité qui accompagne souvent de telles décisions? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus de conversations authentiques sur les dynamiques familiales et la croissance personnelle. N'oubliez pas que vos limites méritent le respect. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de vous tenir fermement dans cette vérité. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite du courage dans votre propre voyage vers des limites saines et des connexions authentiques.